Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un fait divers, une affaire de meurtre, mais aussi de disparition. J'espère que cette histoire vous plaira. Franchement, moi c'est une histoire qui m'a pas mal interpellé, qui est assez incroyable. Une histoire d'horreur évidemment parce qu'on parle de meurtre de vraies personnes, c'est une histoire vraie. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans l'affaire du meurtre de Mia Marcano. Mia était une jeune femme âgée de seulement 19 ans qui avait déménagé à Orlando pour pouvoir suivre ses cours à l'université. Elle vient de Fort Lauderdale où se trouve sa famille. Ses parents sont divorcés, mais elle s'entend bien avec sa mère comme son père. Elle leur rend régulièrement visite. Elle s'entend bien aussi avec ses frères et sœurs. Vraiment une jeune fille qui menait une vie tout à fait banale. Une jeune fille à qui on n'aurait jamais pu penser également qu'une tragédie allait la frapper. Mia était quelqu'un considéré comme marrante, pleine de vie, très positive, avec un peu de sarcasme. Quelqu'un qui avait de l'ambition et qui irait certainement loin dans la vie. Le vendredi 24 septembre 2001, Mia était en contact avec sa mère, Ima, ainsi que son cousin, Kaylee. Mia était quelqu'un qui avait son téléphone souvent en main, c'est-à-dire qu'elle envoyait régulièrement des messages, elle envoyait régulièrement des snaps, elle était aussi active sur TikTok, d'ailleurs elle plaisantait à ce sujet-là, parce qu'elle avait posté une vidéo qui avait fait 1000 j'aime, du coup elle se considérait un petit peu comme la petite star des réseaux sociaux de la famille. Mia travaillait dans son complexe d'appartements, elle travaillait en gros dans la gestion du complexe d'appartements, donc elle avait un peu son petit bureau, en gros elle travaillait dans une sorte de conciergerie. S'il y avait un problème dans un des appartements, l'occupant d'appartement en question allait aller la voir et elle allait contacter les services compétents pour pouvoir régler les problèmes. Elle finissait généralement vers 17 h et le week-end justement de ce vendredi 24 septembre 2021, Mia devait retourner chez son père à Fort Lauderdale pour pouvoir passer un petit week-end en famille. Elle devait prendre l'avion pour s'y rendre, elle était très excitée à l'idée de s'y rendre, à retrouver tous les membres de sa famille. Donc à 17 h, une fois que le travail était terminé, Mia a pris son téléphone, elle a envoyé un message à une de ses amies. Elle lui a dit qu'elle avait fini de taffer et qu'elle allait ensuite se rendre à l'aéroport, prendre son vol pour aller dans sa famille. Son amie lui a répondu, elle lui a répondu à 17h06 précisément, sauf que Mia n'a jamais répondu à ce message. De plus, Kaylee avait envoyé un snap qui n'a jamais été ouvert non plus. C'est à 18h45 que la famille de Mia s'est dit que quelque chose n'allait pas. Parce que plusieurs personnes ont essayé de contacter Mia, notamment son frère, Marlon Jr. Et depuis qu'elle a quitté son travail à 17 h, en fait, plus personne n'a entendu parler d'elle. Donc forcément, quand tu sais que généralement la personne en question a tendance à répondre plutôt rapidement, ou en tout cas elle répond toujours dans un laps de temps quand même bien défini, elle ne va pas laisser un message remis pendant 1 heure, et bien du coup tout le monde se dit, il y a un truc qui va pas. La mère de Mia, Ima, contacte l'aéroport, il contacte la société de taxi Uber que Mia devait prendre, et il se trouve que ni l'aéroport ni la société de taxi n'a vu Mia. Donc on peut se dire que Mia n'a peut-être jamais quitté son appartement. Donc la famille décide de contacter la police d'Orlando, là où vit Mia. Il déclare sa disparition. La police arrive à 22 h à son appartement. Il toque à la porte, pas de réponse. Un adjoint a fait le tour un peu du bâtiment. Il a réussi à observer au travers de la fenêtre et il a vu que rien ne semblait inhabituel. C'est comme si en soi l'appartement était juste désert. À 22h21, la famille de Mia contacte sa colocataire. Ils l'appellent, ils lui disent qu'il y a un problème avec Mia, est-ce qu'elle peut se rendre à l'appartement, la police est là pour ouvrir et qu'ils puissent investiguer derrière. Elle arrive, elle ouvre l'appartement, la police regarde un petit peu, mais là encore une fois, problème, la porte de la chambre de Mia est verrouillée. Apparemment c'est quelque chose que Mia faisait assez régulièrement quand elle partait, elle avait tendance à fermer sa porte de chambre, c'était sa petite habitude. Les policiers forcent la porte parce qu'ils se rendent compte qu'elle n'est pas en fait fermée à clé à 100%. C'est comme si quelque chose de l'autre côté bloquait la porte. Ils arrivent donc à plusieurs à pousser la porte et à l'ouvrir. Et en fait, il y avait une commode qui avait été placée contre la porte pour faire une barricade de fortune. Sur le sol a été retrouvé un collier ainsi qu'un cutter rouillé. Bizarre. La colocataire reconnaît le collier. C'est un collier qui appartient à Mia et qu'elle porte tout le temps. Donc si elle s'en sépare, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le cutter, lui par contre, ne semble appartenir à personne. Les policiers continuent leur enquête dans la chambre de la jeune fille et ils trouvent du sang séché sur sa tête d'oreiller. Son ours en peluche est dans le placard alors qu'il était tout le temps sur son lit, d'une part, et d'autre part, c'était l'ours fétiche de Mia.
Donc, peu importe où elle allait, en tout cas quand elle partait en voyage, elle l'emmenait. Donc elle l'aurait emmené dans sa famille. Donc pourquoi cet ours en peluche était là alors qu'il aurait clairement fait partie des bagages de Mia, et que si jamais elle l'avait oublié, Mia était tellement attachée à cette peluche qu'elle aurait été capable de faire demi-tour pour aller le récupérer. Là, il y a beaucoup de trucs bizarres qui commencent à s'assembler et qui semblent pointer vers quelque chose de pas très positif. Donc la famille en conclut que quelque chose ne va clairement pas, leur doute est confirmé. Du coup, ensemble, ils partent pour Orlando pour essayer de retrouver leur fille disparue. C'est le 25 septembre, donc le lendemain de la signalisation de la disparition de Mia, qu'elle est officiellement déclarée comme personne disparue. C'est-à-dire qu'on va placarder des affiches, etc. etc. À 4h du matin, ce jour-là, donc très rapidement, la famille de Mia est arrivée à Orlando. La famille a été accueillie par la police les a accompagnés dans l'appartement de Mia pour voir si eux-mêmes arrivaient à voir certaines choses que la police aurait pu louper, des effets personnels de Mia qui manquaient par exemple, ce genre de choses, des détails qui pourraient faire avancer l'enquête. Kelly, donc membre de la famille de Mia, a immédiatement remarqué que la chambre de Mia était en désordre, ce qui ne collait pas du tout à la jeune fille disparue. Elle était très ordonnée, sa chambre était toujours nickel, donc la chambre n'aurait pas été dans cet état-là, d'autant plus qu'elle comptait partir en week-end, donc elle aurait été clean la chambre. Le père, lui, avait mis des verrous de sécurité sur la fenêtre de la chambre de Mia, et il se rend compte que les fameux verrous ont disparu. Autre truc, non pas étrange mais très inquiétant, c'est que Mia avait pas mal d'appareils électroniques de la marque Apple. Et vous savez peut-être, ou peut-être pas, sur certains produits, je sais même pas si c'est pas sur tous, à part les vieux iPod et tout, mais on peut localiser son appareil. Et cette fonctionnalité-là était activée pour que les membres de la famille, si jamais il y avait besoin, puissent se localiser, puissent se retrouver. Le téléphone de Mia était non géolocalisable parce qu'il était éteint. Donc là, on comprend mieux pourquoi elle ne répondait pas aux messages, mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est pas quelque chose de normal, son téléphone elle l'éteignait jamais. Donc là encore une fois, détail après détail, il n'y a rien de rassurant. Kelly regardait à un moment donné par la fenêtre et elle a vu une voiture argentée faire le tour du parking du complexe d'appartements, et quand le conducteur a vu que Kelly regardait par la fenêtre, il s'est barré. L'homme finalement s'est fait arrêter, non pas forcément par la police, mais en gros il a pilé devant quelqu'un parce qu'il se trouve qu'un membre de la famille de Mia qui était dans la rue a failli se faire écraser par le conducteur de ces véhicules. Donc le conducteur à un moment donné est sorti, la famille de Mia est sortie également, ils lui ont parlé, et cet homme-là en fait se trouve être Armando Caballero. C'était un agent d'entretien du complexe d'appartements, donc là où se trouvait l'appartement de Mia, et il était un petit peu connu de la famille parce que Mia en avait déjà parlé. Elle aurait dit que cet Armando lui aurait envoyé des SMS agressifs. Petite piste. En plus de ça, ce fameux Armando, il a dit « Ah mais vous cherchez tous Mia ?» Tout le monde lui dit mais comment tu sais? Et il a dit qu'un de leurs amis en commun, du nom de Tati, lui a annoncé la nouvelle que Mia avait disparu. Bon, on y croit, on n'y croit pas, ça, libre à chacun. Sauf que, ce qui est chelou, c'est que Mia elle racontait vraiment tout à sa famille. Vous voyez l'histoire des SMS agressifs, elle en a parlé à sa famille, elle a parlé de ses amis, mais ce fameux Tati, ou cette fameuse Tati, on ne sait pas trop, silence radio. Pas une seule fois ce nom est sorti de la bouche de Mia quand elle parlait de ses amis à sa famille. La famille est quelque peu suspicieuse de ce Armando, parce que Mia, comme je vous l'ai dit, qui a raconté tout à sa famille, a dit qu'elle avait été harcelée par un agent d'entretien. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Mystère. Bon, Kelly a enregistré tout ce qui s'est dit pendant cette petite confrontation verbale. La police, qui était également sur les lieux et tout, a demandé l'identité d'Armando ainsi que son adresse, au cas où qu'il fallait lui poser quelques questions plus tard. Truc logique. La famille de Mia a également pris l'adresse. On a l'impression comme ça qu'ils vont faire leur enquête parallèle de leur côté et qu'ils vont aller défoncer le responsable. D'un côté, on peut comprendre, je pense, dans ce genre de situation, t'as ton enfant qui a disparu et tu as un suspect, même si la police fait son travail et qu'ils sont amenés à retrouver la personne disparue, je pense que toi, en tant que proche de la personne disparue, t'as juste envie de la retrouver et de faire très mal à la personne qui l'a enlevée s'il y a une personne qui l'a enlevée. Ça, c'est petit hors sujet, hein, mais je crois qu'il y a bon nombre de vidéos sur internet ou d'histoires de membres de la famille de victimes de meurtre qui veulent confronter les personnes, les assassins au tribunal, et que des fois ça finisse mal, ou je sais pas, je dis une bêtise, hein, mais par exemple t'as un homme qui tue une fille et le père de la fille il va au tribunal et il tue le tueur. Je crois que ce genre d'histoire c'est déjà arrivé plusieurs fois. Kelly, visiblement elle c'est l'enquêtrice de la famille, a remarqué autre chose. Elle a remarqué que le visage d'Armando ainsi que ses mains étaient enflées, comme s'il s'était battu. En plus de ça, Armando semblait un peu agité, un peu stressé. Donc la famille se dit que ce mec-là, il est certainement impliqué dans la disparition
de Mia. Évidemment, la nuit qui a suivi, la famille ont eu du mal à trouver le sommeil, du coup ils ont fait une nuit blanche, ils ont placardé des affiches avec des photos de Mia dans la rue pour essayer d'avoir une quelconque information. Ils sont également allés chez Armando pour le surveiller. La famille s'était splittée, certains allaient mettre des affiches, certains allaient surveiller Armando, et ceux qui sont allés surveiller Armando ont remarqué qu'il n'était pas chez lui, il était en train de fouiller, de chercher quelque chose dans sa voiture. Il a été filmé par la famille, et on le voit regarder au travers des vitres, comme s'il regardait s'il n'était pas surveillé, et prendre des gants bleus en latex. Comportement très étrange. À un moment donné, alors qu'il fouille encore dans sa voiture, Armando sort une couverture rose. Et là, la grand-mère de Mia, qui faisait partie de l'équipe de surveillance, si on peut dire ça comme ça, elle a failli faire un malaise. Parce que cette couverture, elle la reconnaît. Oh, j'ai craché. C'est une couverture qui lui appartient, et qu'elle avait donnée à Mia. Ils appellent la police, de nouveau, pour donner les nouvelles informations qu'ils ont obtenues. Sauf que, dans la panique, quand ils se sont dit on va appeler la police, ils ont décidé d'arrêter d'être discrets, et ils les ont criés. Donc Armando, il l'a remarqué, il allait les confronter à l'extérieur. Quand Armando a compris que la police allait venir, il a voulu se barrer, pas prendre la fuite, mais il s'est dit c'est bon, ça en est trop pour moi, je me casse. Sauf que les autres membres de la famille qui avaient placardé les affiches arrivaient à ce moment-là, du coup ils l'ont suivi pour tout simplement qu'il ne s'enfuit pas, si jamais l'envie lui prenait. La police a appelé Armando, ils lui ont dit frérot, reviens chez toi, on doit te parler. Et du coup, Armando accepte. Il accepte que la police fouille son appartement. Et là, truc bizarre, couverture rose, introuvable. Armando avait un colocataire, peut-être qu'il s'en était débarrassé pour lui, mais en tout cas, la police n'a aucune preuve à ce moment-là pour l'arrêter. La couverture rose, une des preuves les plus tangibles, a disparu. La police, elle, n'était pas forcément focalisée sur la recherche d'un tueur. Eux, ils ne pensaient pas en soi se retrouver sur une affaire de meurtre, mais plus sur une affaire de disparition. Donc eux, ils avançaient plutôt dans ce sens-là. Ils ont fait des recherches, ils essayaient de voir comment étaient fabriquées les clés d'appartement de Mia. Ils ont fait leur enquête pour savoir quelles avaient été les allées et venues, enfin ils ont vraiment avancé sur plusieurs pistes différentes. Ce qu'ils ont appris, c'est que Armando avait utilisé son passe-partout, donc un passe-partout qui permettait en soi d'accéder à n'importe quel appartement. Encore une fois, c'est suspicieux. Le 24 septembre, donc le jour où Mia a disparu, à 16h36, donc précisément 24 minutes avant que Mia quitte son emploi, retourne chez elle pour aller chercher ses affaires et partir. Il a attendu sur place jusqu'à 17h, jusqu'à ce que Mia arrive. Du coup, pour la police, ça y est, ils ont appris les informations qui permettraient d'arrêter Armando. Pour eux, il n'y avait pas meurtre, pour eux, il y avait cambriolage. Donc ils veulent arrêter d'abord Armando par rapport à ça. Sauf que quand ils vont chez lui pour l'arrêter, Armando a disparu. Le 27 septembre 2001, des agents d'entretien ont essayé d'entrer dans une sorte de garage, là où était stocké le matériel d'entretien, sauf qu'il était verrouillé. C'était en soi un garage dont Armando avait les clés. La police a forcé les lieux. Ils sont pénétrés à l'intérieur de ce sorte de garage, et à l'intérieur, ils ont retrouvé Armando, qui s'était donné la mort par pendaison. Donc là, malheureusement, si Armando a tué Mia, il ne pourra jamais l'avouer. Tout simplement parce qu'il est mort, donc il emporte un peu ses secrets dans sa tombe. Mais à l'aide de son téléphone, la police a essayé de retracer un petit peu son itinéraire, son parcours. Il semblerait qu'à un moment donné, Armando s'est dirigé vers un lieu éloigné du complexe d'appartements de Mia. Mais un lieu où il n'y avait rien du tout. En soi, il n'y avait aucune raison qu'un agent d'entretien se rende là-bas. C'était un terrain vague avec des bâtiments abandonnés. Donc la police a décidé d'aller mener une enquête sur place là-bas, d'effectuer des fouilles, et le 2 octobre 2021, le corps, qui était presque à l'état de squelette de Mia, a été retrouvé. Il avait été placé dans des buissons, près d'un des bâtiments abandonnés. Il y avait un jean, un peignoir et un soutien-gorge. Les enquêteurs ont compris tout de suite qu'en fait, ces vêtements montrent qu'elle était en train de se préparer pour aller à l'aéroport quand le malheur est arrivé. Son sac à main a été retrouvé près d'elle, ses pieds, ses mains et sa bouche étaient liés avec du ruban adhésif noir. Du coup, bien que ça reste flou, les enquêteurs pensent que Armando attendait Mia dans son appartement. Elle est rentrée à 17h après avoir fini de travailler, il l'a confrontée et après là, c'est brouillard complet. Il y a eu un meurtre dont on ne connaît pas les détails, on ne saurait pas dire si elle a été poignardée, étranglée, aucun détail n'est envisageable à ce niveau-là de l'enquête. Donc les enquêteurs disent que c'est un homicide par débroussaillement indéterminé. On n'a pas l'impression qu'il y a eu un abus de la part d'Armando sur Mia. Donc on sait que Armando l'aurait assassiné au vu de la situation et de comment il a mis fin aux choses. Mais de l'autre côté, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ce ne sont que des suppositions. Et c'est ça qui est assez incroyable dans cette affaire, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Dans les grandes lignes, on a des idées, mais dans les détails, le flou complet.
La police s'est un peu plongée dans le passé de Armando. Il se trouve qu'il avait un passif assez chargé, il avait un passé criminel assez violent. Il y a une loi en hommage à Mia qui était en cours de mise en place, que la famille de Mia défendait avec leurs avocats de manière assez importante. En gros, c'est une loi qui vise à renforcer les mesures de sécurité dans les appartements en Floride, chose qui manquait. C'est pour ça que le père, notamment, avait mis des verrous sur les fenêtres. C'était pour renforcer la sécurité, parce que de base, c'était pas les endroits les plus sécurisés du monde. En plus de ça, il n'y avait pas forcément de vérification du passé des employés, par exemple des agents d'entretien. Peut-être que s'il y avait une vérification de la sorte, on aurait vu que Armando avait un passé criminel et il n'aurait pas été employé dans ce complexe d'appartements. Cette loi a été adoptée. Et on espère que ce qui est arrivé à Mia ne se reproduise jamais. C'est là que cette affaire se termine. Ce qui est très fou dans cette histoire, je trouve, c'est que je ne sais pas si en France quelque chose de la sorte serait possible, parce que vous savez, il y a des preuves, des fois elles peuvent ne pas être reçues. Je crois par exemple, alors je sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays, mais je crois qu'en France c'est ça. Si par exemple, tu vois, moi j'ai une poche ici, je mets mon téléphone et j'enregistre quelqu'un à son insu, je crois que même s'il dit ce que tu vas entendre, il dit ouais c'est moi qui l'ai tué, je suis pas sûr que ce soit recevable parce que tu le fais à l'insu de la personne. Il faudrait lui dire je t'enregistre, dis ce que tu as à dire, tu vois, je crois que c'est un délire comme ça. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que on a en fait deux enquêtes. On a l'enquête de la police qui, eux, enquête clairement sur une disparition, et on a l'enquête de la famille de Mia qui, eux, parlent vraiment sur la piste du meurtre, qui est liée à Armando. Et d'un côté, si jamais la famille n'avait pas été aussi présente dans l'enquête, peut-être qu'il y aurait eu une tournure totalement différente et que le corps de Mia n'aurait pas été retrouvé. La famille a vraiment fait un travail d'investigation incroyable, à faire une filature sur Armando et tout, qui était de base pour eux suspect, chose que la police n'a pas faite. Peut-être qu'ils avaient des raisons de ne pas aller dans ce sens-là, peut-être que c'était des procédures, je ne sais pas du tout, mais en tout cas c'est assez incroyable de voir comment cette famille a réussi à mener en soi l'enquête quasiment elle toute seule. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé cette histoire intéressante. Moi j'ai trouvé ça très intéressant et malheureusement très tragique au vu des événements, parce que je suppose que quand quelqu'un de notre entourage disparaît, un peu de la manière de Mia, on espère la retrouver. Et malheureusement, là, ce n'était pas le cas. Mesdames et messieurs, vous me direz en commentaire si vous connaissez cette affaire. Moi, je ne la connaissais pas du tout. C'est une affaire vraiment incroyable. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, malgré le sujet qui est assez triste. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!